Bienvenue dans La Fondamentale, le podcast où l'on explore ensemble ce qui donne du sens à nos vies. Cette semaine, je reçois Anne Michel, écrivaine passionnée. Ensemble, nous allons discuter écriture, renouveau et pouvoir de la joie. Je vous souhaite une bonne écoute. Bon, est-ce qu'on commence ? Ah, parce que là, on n'avait pas commencé. Putain, on jacasse depuis 2 heures, quoi. Ouais. Tu m'avais dit quoi ? Ouais, prévois 2 heures. Ouais. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le podcast La Fondamentale. Cette semaine avec Anne. Ça me fait plaisir de te recevoir. Plaisir d'être là. Anne, ma première question générale, je commence comme ça pour que tout le monde sache un petit peu. Quel âge tu as, Anne ? Je vais avoir bientôt 46 dans 3 jours. 46 dans 3 jours. Ah, ça t'abaisse. Aïe. 46, ça fait mal. toujours dire aïe, alors j'en ai 44. Non, je suis mieux à 46 ans que je l'ai été à 26, alors ça va. Je me dis qu'on s'améliore, on se bonifie. Anne, est-ce que je te laisse te présenter un petit peu ? Ou c'est compliqué ? Ou tu veux que je te présente ? Ouais. Moi, je te connais comme autrice de romans. Est-ce que ça se dit comme ça déjà ? Ouais, on peut dire on un peu dit au féminin ? Oui, autrice, auteuse. auteure. Non, pas auteuse. Auteuse, ça se dit pas. Auteure avec ou un autrice, H. c'est les deux choses acceptées par l'Académie française. Ok. Moi, je dis autrice. Toi, parce tu que dis ça autrice. s'entend, en fait. Alors que auteur, féminin, masculin, ça s'entend pas. Et oui, c'est vrai que ça s'entend pas. Donc, t'es autrice de romans. Ouais. C'est trop bien, ça. Ouais. Ou pas ? Bah, demande à mes lecteurs. C'est un petit ouais, mais non, pas tes romans. On n'est pas là pour juger tes romans, mais toi, en tant est-ce que autrice, c'est un métier cool ? Ouais, non, c'est pas pour Est-ce que c'est un métier ? Bah voilà, j'ai beaucoup de mal à définir ça comme un métier. Je pense que dans la tête, un métier, c'est ce qui te permet de vivre. C'est très con, hein, mais on a vraiment tendance à associer ça. Et tant que ça paye pas les factures, on a du mal à se dire que c'est un vrai métier. Ce n'est pas un vrai métier. Voilà. Toi, t'es édité chez... Aux Presses de la Cité. Presses de la Cité. Aux Presses de la Cité, ça s'appelle ? Ou Ouais, Presses de la les Cité ? Presses de la Cité. Les Presses de la Cité. Ça fait combien de temps que tu fais ça ? 2017, j'ai publié mon premier... J'ai 25 ans. roman. Qui est ma meilleure blague. Jean-Michel Matt. Waouh. Donc 2017, ça fait 7 ans. Ouais, en fait j'ai publié 3 romans. Techniquement, mon éditrice aimerait bien que j'en publie un par an parce que c'est beaucoup plus rentable. Ah ouais, ok. Ça fidélise le lecteur, ça marche comme etc. ça, d'accord. Mais moi j'avais pas le temps en fait d'écrire parce que j'avais un travail à côté. Donc ça prend du temps d'écrire en fait. Et maintenant je vais avoir un peu plus de temps, donc j'espère que je vais pouvoir publier un peu plus régulièrement. Un par an. Voilà. Le fameux qu'elle veut. Ou au moins tous les 2 ans, on va dire. Ouais, ok. Ça serait déjà pas mal. Est-ce que c'est vraiment une fondamentale pour toi d'écrire ? Est-ce que ça a toujours été là ? Est-ce que c'est venu sur le tard ? Alors je vais faire ma politique, je vais détourner la question. Vas-y. Non, en fait, c'est pas écrire, c'est le rapport au mot qui est fondamental chez moi. Et je me suis rendu compte assez récemment. D'abord, j'ai commencé par être lectrice. D'accord. Et voilà. Et puis assez vite, je me suis rendu compte que c'était pas un vrai métier non plus. Qu'on pouvait pas dire je vais lire toute la journée et voilà. Et on va me payer pour ça. Maintenant, non, ça marche pas. Et moi, j'ai appris à lire à 3 ans et demi, en fait. Et c'est ma maman qui m'a appris. Et à l'école maternelle, j'ai souvenir que ma maîtresse me faisait 2 groupes à un moment donné dans la journée et je lisais une histoire aux autres pendant qu'elle lisait à l'autre groupe. Donc l'idée d'être passeur de mots, ça fait très longtemps que je l'ai. Je lis, je peux pas m'endormir sans avoir lu. Donc le rapport aux mots, il est là. Et très récemment, je me suis rendu compte que ça pouvait prendre plein de formes différentes en fait. Et donc écrire, bah oui, j'ai fait des ateliers d'écriture quand j'étais au lycée, j'ai toujours gratouillé, enfin, ça me vient naturellement. C'est-à-dire le rapport à l'écrit, le rapport aux mots, il y a une émotion, il y a un truc que je veux exprimer, il y a quelque chose qui fait mal, ça sort dans les mots. C'était pas dans un objectif précis, c'était des bribes de journal intime que je finissais, de journaux intimes que je finissais jamais. C'est ça un peu, l'exutoire, ça te permettait d'exprimer des choses qui étaient au fond et que tu avais besoin de sortir. Bah, il y en a, ils vont exprimer ça, je sais pas, ils vont faire ça en allant courir, en chantant, en dansant. Moi, c'était les mots, quoi. Avec une facilité. Je pense aussi parce que j'étais nourrie de mots depuis toute petite, quoi. J'ai presque appris à lire avant de savoir marcher correctement, quoi. Donc, voilà. 3 ans et demi, ouais, ça paraît tôt. Ouais, c'est jeune, mais bon. Moi, c'était 1 an et demi, mais. Oui, mais toi, tu es exceptionnel. Que voulez-vous Que voulez-vous Voilà, on peut pas tous être aussi bien que toi. Mais 3 ans et demi, c'est pas mal déjà. Voilà, c'est pas mal, hein, déjà. Voilà, et puis chez nous, c'était, voilà, il y avait des bibliothèques partout. Enfin, on était. Oui, tu baignais là-dedans, sous les livres, quoi. Au-delà des mots, les univers aussi qu'il y avait dans ces bouquins, c'était des trucs qui te parlaient. univers, mais alors avec quelque chose de très, très varié. Je pouvais lire de tout. J'ai même lu des trucs qui n'étaient pas du tout de mon âge parce que je chipais en douce dans la bibliothèque des parents. Enfin, voilà. Ce rapport aux mots, en fait, je me suis rendu compte petit à petit que je l'exprimais de plus en plus depuis que j'ai commencé à publier. Bon, alors je l'exprimais évidemment d'abord dans mon premier métier qui était enseignante puisque j'avais envie d'aider les autres à entrer dans les mots des auteurs. Et quand j'ai commencé à publier, je me suis rendu compte, c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé la calligraphie, que j'avais aussi ce rapport aux mots qui pouvait être sensuel vraiment dans le passage sur le papier, la mise en page avec quelque chose de beaucoup plus graphique.
Mais prendre un mot et le valoriser par une écriture, voilà. Et puis, du coup, quand je me suis reconvertie de mon métier d'enseignante, ce qui est en cours, là, en train de se faire, j'ai cherché un métier en rapport avec les mots. Et donc, la création de contenu pour le web, c'est beaucoup moins créatif au sens, c'est pas personnel, j'y mets pas de moi, etc. C'est des choses de commande, mais il y a un travail de technicien sur agencer les mots, les structurer de façon à ce qu'ils deviennent clairs, lisibles, transcrire une pensée de la façon la plus claire possible. Et ce travail de synthèse, moi j'adorais, je faisais tous les comptes rendus de réunion parce que j'adore ça, quoi. En 2 minutes, j'avais fait la synthèse, j'ai réussi à condenser 2 heures de réunion en un à 4, qui soit lisible par tous. Et en fait, il y a à la fois le côté très technique, très presque techniciste, j'ai envie de dire, parce que ça peut être très pointu, et en même temps, parfois, le côté juste créatif où ça libère, les mots se libèrent. Voilà, rapport aux mots plus qu'à l'écriture. Alors après, ça se traduit dans l'écriture, mais encore une fois, j'ai une appétence pour la lecture. Je parle beaucoup aussi. Ça marche aussi avec ça. Mais c'est les gens qui me renvoient ça en disant « Ah ouais, toi, tu sais toujours comment trouver les mots pour dire... » Ils arrivent avec une histoire, un truc qu'ils savent pas se dépatouiller. Et puis, moi, tout d'un coup, il y a les mots qui surgissent pour les aider à trier dans leur bordel interne. Ils me disent « Ah ouais, mais ouais, c'est ça, exactement, là, t'as exactement compris ce que je voulais dire, puis t'as su le dire, quoi. » Et ça fait du bien. En fait, je me rends compte que ça fait du bien aux gens. Moi, je suis convaincue de la nécessité de la communication et du fait de parler. Les gens qui disent « Il n'y a pas de problème parce qu'ils en parlent pas », non, pour moi, ça te gangrène après. Il faut pouvoir sortir les choses, y compris les reproches, y compris les trucs qui te gonflent, enfin voilà. Mais pour les sortir, il faut avoir les mots pour le faire. Et en fait, je me rends compte que beaucoup de gens sont pas à l'aise avec ça, ou n'ont pas les mots, ou pensent ne pas les avoir. Et finalement, moi, je peux, à ma toute petite mesure et très modestement, leur donner ça. Et c'est une espèce de super pouvoir, en fait. Écoute l'autre, et tout d'un coup, t'as compris, et pouf, tu lui restitues ce qu'il t'a dit, et il dit « Ouais, c'est exactement ça !» Et là, il y a un truc qui se fait, il y a une espèce d'alignement, il se sent compris, il se sent écouté. Et toi, t'es content parce que t'as su condenser le truc. Ouais. C'est assez magique, en fait. C'est un pouvoir, de toute façon. Le pouvoir des mots. C'est plus à démontrer. Hein. C'est le même pouvoir que le chéri de Shérif Halouna. Ok. Non, j'ai pas la ref. On verra si je la laisse. Ton métier, c'est quoi, ton métier actuel ? Alors, ce qui va à terme me faire vivre, te fait manger, c'est créer des contenus pour le web. Alors, ça peut être très très varié, puisque c'est l'intérêt aussi, parce que puisque ça peut être pour une entreprise qui a besoin de refaire son site web, ça peut être pour un blog, ça peut être écrire des livres blancs, etc. Avec alors attends, juste pardon, là je n'ai pas le livre blanc. C'est les e-books. Si par exemple tu t'inscris sur un site internet, en échange de ton inscription par mail, on va t'offrir un guide pour les livres blancs. Voilà, c'est ce qu'on appelle les livres blancs. Je vois carrément. C'est du contenu long. Aller contre un. Voilà. Ouais, d'accord, c'est ça. Normalement t'apporte. Voilà, voilà. Okay. Alors, en général, c'est parce que quelqu'un il a une offre de formation par exemple derrière. Très très bien sur Instagram là, il me harcèle avec ça. Mais il t'offre un petit guide gratuit. Ok. Des fois, ça peut et toi, suffire. ça peut être ça. En tout cas, tu fais ça quoi. Voilà. Okay. Alors mon kiff ultime, c'est quand même de faire des sites internet. D'abord, il y a la nécessité de, pour le coup, parfaitement comprendre l'autre, pour savoir quel ton employer, comment retranscrire. Et dedans, il y a souvent une page à propos. Et ça, pour moi, c'est le kiff total. Parce que en fait, ça veut dire là pour le coup écouter l'autre. J'ai pas l'air comme ça, mais j'écoute aussi des fois. Non, mais quand je parle pas. Ça a l'air, je t'assure. Peut-être que les auditeurs s'en rendent pas compte, mais ça, je t'assure, ça a l'air. Et saisir ce qu'il est parfaitement. Et faire de lui un portrait, en fait. Et c'est un peu comme, je sais pas, les photographies hardcore, tu vois, je me la pète un peu, mais ce truc-là d'être capable de à la fois voir l'autre complètement, que ça lui ressemble parfaitement et en même temps que ça le sublime. Et en plus, c'est des pages, les gens, ils ont beaucoup de mal à les écrire. C'est dur de parler de soi. Réussir à transformer ça en une jolie histoire, un truc qui parle, un truc qui incarne les choses, ça, c'est assez... c'est comme créer un personnage, en fait. Donc, ça rejoint vraiment ce que je fais après dans la fiction, en fait. Et alors, ça, c'est ton métier. Mon vrai métier, entre guillemets. Ton vrai métier. Celui qui paye les factures. Manger, celui qui paye les factures, ok. Mais à côté, et c'est ça que je trouve génial, t'es autrice, donc, de romans. Ouais. On en a déjà sorti 3. Ouais. 3 thèmes différents. Oui. En fait, où tu sens qu'il y a un fil rouge finalement. Ouais, non, il y a un fil rouge. Mais parce qu'il y a des choses qui m'intéressent et j'ai pas fini de creuser encore. Alors, c'est quoi le fil rouge ? J'ai envie de dire, ils parlent tous de guérison, d'une façon ou d'une autre. Et on m'a demandé récemment, est-ce que vous pensez que les romans
aide à guérir. Que ça soit aide à guérir l'auteur ou aide à guérir les gens qui le lisent. Alors déjà, moi, c'est clair, non. Je peux pas écrire quand je vais mal. Donc, écrire, c'est pas pour moi un moyen d'aller mieux. Enfin, ou en tout cas, pas ce que je publie. Parce que j'écris pour moi, ouais, mes petits textes, pourquoi pas. Mais pas dans la publication. Pas dans la publication. Dans la publication, pour réussir à faire quelque chose de construit et une fiction qui tienne la route, j'ai besoin de parler de sujets qui sont déjà chez moi guéris. Voilà, il faut que la guérison, elle ait eu lieu en amont. Super intéressant. Donc dans le premier, par exemple, ça parle du travail de deuil. Et je l'ai vraiment abouti quand moi, j'ai eu fini le travail de deuil. Okay. Voilà, et après, est-ce que ça guérit les autres ? J'ai absolument pas cette prétention. Que ça puisse un peu faire du bien, parce que justement, ça met des mots sur des souffrances et que ça fait toujours du bien de mettre des mots sur la souffrance. Tant mieux. J'ai envie de dire, j'adorerais que ça fasse cet effet-là, mais je préjuge pas de la manière dont c'est reçu. Donc le deuil pour le premier, ce serait peut-être ça le thème principal. Le deuxième, en fait, c'est venu de 2 amies à moi de lycée qui ont eu toutes les 2 un cancer du sein à quelques mois d'écart et qui m'ont fait la gentillesse, en fait, de me parler vraiment de la façon dont elles avaient reçu ça, de manière très intime. Et je me suis dit, ça, il faut que ça parle à tellement de gens. C'est un sujet, bien sûr, voilà. Carrément. Et donc, j'ai eu envie de parler de ces femmes-là qui doivent traverser ça et puis qui se battent, même si c'est pas le sujet forcément principal, mais dans le rapport au corps, le regard qu'on porte sur soi. Il y en a une, dans mes 2 héroïnes, il y en a une qui tombe malade et l'autre non, qui ne l'est pas, et qui doit accompagner ça, mais qui du coup va aussi se remettre à porter un regard plus indulgent sur son corps, se libérer un peu de tous les dictates. Et le troisième, c'est là pour le coup, c'est un peu personnel parce que ça part d'un burn-out, donc de quelqu'un qui sauf que mon héroïne fait ce que j'aurais aimé faire peut-être à certains moments de ma vie et que j'ai jamais fait, c'est-à-dire qu'elle se barre. Elle lâche tout, mec, enfant, et elle part en Corse sur les terres de son enfance justement. Et là, elle va prendre le temps de faire le point, se reconstruire. Se libérer aussi de sa famille, de tout un tas de problématiques qui finalement, parce que nos souffrances, elles sont rarement seulement les nôtres. On se rend compte assez vite quand on creuse qu'on porte aussi beaucoup de choses. De ceux qui nous ont précédés et qui n'ont pas fait ce travail de libération. Moi, je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pour mes enfants, en fait, aussi, de me libérer de tout ça, dans le travail personnel que j'ai pu faire. Et du coup, j'avais envie de parler de ça dans mon écriture. Mais ça, c'est un travail que tu as fait, toi ? Bah oui. Parce que j'ai fait une dépression suite au confinement. Je me suis retrouvée, pour tout un tas de raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça m'a fait prendre conscience que j'étais en souffrance. Donc toi, tu étais prof de français ? Prof de français, en lycée. J'aimais profondément ce que je faisais. Je regrette absolument rien des 20 années que j'ai données à l'éducation nationale. Mais ces dernières années, je me rendais compte que je ne pouvais plus enseigner comme je l'entendais. Et, alors, ça veut pas dire faire mon truc dans mon coin, pas respecter les programmes, etc. Non, mais trop d'injonctions, non. Non, mais en tout cas, trop d'injonctions, trop d'élèves, pas de possibilité de vraiment mener les élèves là où j'avais envie de les mener. Je vois très bien. Voilà. Et une pédagogie où tu te sentais enfermé dans un truc qui te ressemblait pas, quoi. Une frustration absolue tout le temps. Quand tu subis ça, tu finis par te dire que t'es aussi complice du système. Et il y a eu le confinement qui a interrompu extrêmement brutalement ce que je construisais avec les élèves, qui est un lien humain, etc. Et du jour au lendemain, j'ai plus une nouvelle. D'aucun des élèves. Ah ouais, alors que je leur avais préparé des trucs, etc. C'est-à-dire que tout l'investissement que tu avais donné, finalement, il avait servi à que dalle. Voilà, c'est ça. J'existais plus pour eux et je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui me tenait debout, c'était ce lien et que le lien, en fait, dès qu'on se voyait plus, il était pour plus eux, là. Il était pas si... C'est ça que tu t'es dit ? C'est pas seulement si fort, mais qu'en fait, j'avais pas construit grand-chose, quoi. Je me suis pas remise en question à ce moment-là. Je me suis pas dit, c'est de ma faute. C'est-à-dire que vraiment, clairement, pour moi, c'était le système qui ne m'avait pas permis de construire ce lien. Je me suis rendu compte aussi de la quantité de stress que je vivais au quotidien, parce que le confinement, pour moi, c'était le pied total. En fait, j'étais chez moi, je faisais ce que j'avais envie de faire, donc beaucoup de créa, de la calligraphie, de la musique. Et je me suis dit, mais punaise, je suis détendue pour la première fois depuis 10 ans, quoi. Et même dans les vacances scolaires, j'arrivais pas à me détendre, en fait, parce que j'étais toujours prête à repartir. Il fallait que je maintienne un certain niveau de tension, parce que je savais que j'allais redémarrer. Et comme là, on n'avait pas de date pour le redémarrage, j'ai lâché complètement. Je me suis dit, punaise, c'est ça, être détendu. Voilà. Donc déjà, révélation, quoi. Et on a repris à la rentrée de 2020, et là, on avait tous les masques. Ah oui, alors, c'est vrai. Va faire cours à 36 élèves qui ne parlent plus parce que ça les rendait mutiques. En plus, tu les reconnais pas parce que tu vois que les yeux, donc ils se ressemblent tous. Le dernier truc que je réussissais encore qui réussissait encore à me donner vraiment du plaisir dans ce que je faisais, c'était de réussir à créer une relation humaine. Et là, j'avais des robots en face, et puis moi-même, j'étais un robot derrière mon masque. Et donc, j'ai tenu 1 mois et demi. La colère, en fait... Je me suis rendu compte que toutes les années précédentes, tu me dis, est-ce que je sentais ça mentalement ? Non, mais j'étais en colère tout le temps.
en fait. Ah oui, c'est comme ça que tu disais J'étais que t'étais border, t'étais tout le temps vénère. Les choses me heurtaient, on nous collait de réunion. Ça le faisait dès le plus. Matin, genre tu partais en voiture, t'étais vénère sur la route ou pas? J'étais tendue. C'est ça, ma fille, elle me dit mais papa, calme-toi. C'est ça. J'étais sous tension. T'étais sous tension tout le temps, quoi. Dans le rouge, il s'est passé 1 mois et demi. Je me suis rendu compte que là, la colère, elle montait, mais j'explosais en salle des profs. Alors mes collègues, ils me reconnaissaient pas parce que globalement, je suis quand même plutôt positive. Ouais. J'arrivais toujours en chantant, etc. Là, je faisais tomber un paquet de copies. Je me revois en train de taper du pied dans les casiers. Okay. Enfin, je pétais un câble, vraiment. Et en fait, mon corps s'est écroulé du jour au lendemain. Ça, il y a eu les vacances de Toussaint. Et la rentrée de Toussaint, j'ai pas pu y aller. Vraiment un bouton off, c'est-à-dire on avait débranché la prise, quoi. Et il m'a fallu, 1 mois et demi, peut-être, pour recommencer à réussir à me lever le matin en moins d'1 heure. C'est le matin, j'ouvrais les yeux, et il me fallait 1 heure pour trouver une raison de me lever. T'as du flip à ce moment-là? Comment ça marche? Moi, ça m'a fait très peur parce qu'en fait, je suis très positive de nature. Je pense que j'ai un élan vital assez fort. Et je m'étais toujours dit, non mais moi, jamais j'aurais des pensées de mort, etc. Et là, il y a eu un nombre de moments, je veux même pas les compter, en fait, où je me suis dit, mais en fait, je veux juste que tout s'arrête, quoi. La seule vérité qui existe, c'est que rien n'a de sens, que tout est vain, que la vie est nulle. Plus rien ne t'intéresse. Plus rien ne t'intéresse. Même lire, j'arrivais plus à lire. Donc je me suis bouffée, vive Netflix et consorts, parce que je restais comme un zombie devant la télé. C'était le seul truc que je pouvais encore faire. Ça apaisait? Ça faisait quoi? Non, ça faisait taire la tête. Parce que sinon, dès que les pensées redémarraient, c'était uniquement des pensées de... Ça sert à rien, bon. tout ça. Ouais, quoi bon? Je vois très bien. Voilà. Et c'est assez terrorisant. C'est dur, le à quoi bon? C'est terrorisant, parce que j'avais jamais été aussi bas. Et que c'est très, 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 très lent à revenir. L'énergie, on n'a plus d'énergie pour rien, on n'a plus d'envie de rien. Tout est épuisant. C'est-à-dire, je faisais une lessive, j'étendais une lessive, je dormais 4 heures, quoi, pour récupérer, quoi. C'est un truc de fou. Alors que moi, j'étais hyper active, en plus. Je m'arrêtais jamais. Je faisais 15 trucs à la fois, j'avais des journées de dingue, je faisais des triples journées, des fois, enfin, voilà. Et là, tout d'un coup, on n'est plus rien de ce qu'on était avant. Et on est étranger à soi-même. On comprend pas, en fait, ce qui se passe. Et après, pour se reconstruire, faut se reconstruire en triant ce qu'on va garder. Et moi, j'ai choisi d'arrêter de me cramer et donc de partir. Je pense que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée de ma vie. Je souhaite à personne de faire une dépression, qu'on soit clair. Je tiens à le dire. Mais moi, il fallait ça pour que je m'arrête. Tu pouvais pas faire différemment. Le mental tenait trop, quoi. Ouais. Trop fort. Il s'est bien calmé, maintenant. Je l'ai bien remis à sa place. T'écris des romans. Ouais. Des romans donc qui sont publiés chez Presse de la Cité. C'est bien, t'as retenu depuis 1 heure. Putain, quelle mémoire. T'as sorti 3 romans. Ouais. Dont le dernier qui est sorti très récemment. Ouais, le 16 mai. Ça marche comment? Ça t'arrive comment? En 2017, tu te dis allez, je vais écrire un roman, ou t'avais déjà écrit un roman et après t'allais voir un éditeur? Ça marche comment? En fait, ça faisait longtemps que je rêvais de ça. Et l'accomplissement ultime, c'était d'écrire les livres que j'aurais aimé lire, en fait. Quand j'ai passé mes diplômes, mon concours, etc. pour être prof, j'avais envie d'être prof, mais dans ma tête, c'est aussi parce que je me disais, écrivain, c'est pas un vrai métier, quoi. Saltimbanque, le fameux, ça paye pas. évidemment. Voilà. Donc là, je me suis dit, j'arrivais à 40 ans, et je me suis dit, si tu le fais pas maintenant, tu le feras plus, ou t'auras des regrets. Donc, va jusqu'au bout d'un manuscrit, écris ton roman jusqu'au bout, au lieu de faire des petits bouts de papier un peu partout qui sont pas ordonnés. Et envoie-le à un éditeur. Il se trouve que j'avais la chance de connaître Claude Michelet, qui est un auteur littérature populaire et régionale, sur lequel j'avais fait mon mémoire de maîtrise, et on était toujours en communication. D'accord. Et donc, j'ai commencé par lui envoyer mon manuscrit en disant, dis-moi ce que t'en penses, quoi. Est-ce que c'est publiable? Parce que je savais qu'il est franc, enfin, il est décédé maintenant, mais il était franc comme l'or. Je dis, si il me dit c'est pas publiable, il me le dira. Et il m'a dit, mais carrément, et je te donne 4 noms de personnes à qui tu peux l'envoyer dans des maisons d'édition. D'accord, donc lui, t'as donné les contacts. Alors en fait, parce que les maisons d'édition, il faut savoir, ils reçoivent des manuscrits, souvent ça passe en comité de lecture, et ça peut être un peu noyé dans la masse. Et donc là, il m'a dit, c'est pas du piston, mais envoie-les nommément à ces personnes-là. Mais au moins, ils vont vraiment les lire, quoi. T'es quasi sûr, sûr que ça sera lu. Okay.
Et donc, sur les 4 maisons d'édition, j'ai reçu un coup de fil 6 mois plus tard de Clarisse Henodo, qui est mon directrice, maintenant elle est directrice de collection, la collection Terre de France, qui m'a dit quand est-ce que vous pouvez être à Paris pour signer le contrat, quoi. Un truc de fou. Trop bien. Je sautais comme un kangourou. Mais quand j'ai reçu m'étonnes. le coup de fil, c'est un truc de dingue, quoi. Donc c'est un coup de fil. Ouais. C'est pas un mail, c'est un coup de fil. Elle a pris le temps de t'appeler. Voilà. Et puis après, on est engagé dans une démarche il y a de la correction, il y a moi j'ai beaucoup travaillé sur ce premier manuscrit parce que le truc brut en fait leur a donné envie de me publier, mais il y avait des choses qu'ils voulaient que je rectifie. C'est ce que j'allais te demander. Alors le manuscrit, combien de temps tu mets pour l'écrire ? Ça vient comment ? C'est l'enfer ? C'est facile ? C'est très difficile de dire combien de temps parce que comme j'écrivais que quand je pouvais, c'est-à-dire quand j'avais fini mes copies, en même temps à côté. Donc, j'écrivais le soir, j'écrivais quand les gamins étaient couchés, j'écrivais... Oui, en plus maman, je dis prof, mais t'es maman en plus à côté. Ça quoi. Occupe pas mal. Maman de combien d'enfants ? 2. Mais ça suffit, c'est bien. M'occupe bien. Okay. Voilà. Et c'est... Donc j'ai beaucoup de mal. Alors après, en recomptant, je me suis dit, entre le moment où j'ai dit je vais aboutir mon manuscrit et le moment où je l'ai terminé, envoyé, etc., il s'est passé 9 mois. C'est rigolo parce que c'est un accouchement. Gestation. En fait. C'est une gestation. De... Mais bon, en fait, je saurais pas dire. Il faudrait. Maintenant, je vais peut-être plus me rendre compte vraiment du temps que ça prend réellement parce que je peux m'y consacrer si je veux à 100%. Ça m'a demandé beaucoup de travail. Alors c'est très bizarre parce qu'il y a des choses qui sont pas du tout, qui sont très fluides. Moi, par exemple, c'est les personnages. Les personnages arrivent de façon très fluide. J'ai des vraies personnes, en fait. Au bout d'un moment, tu les as dans ta tête, c'est comme ça que ça commence ? Petit à petit, c'est ça. Moi, c'est devenu d'un personnage. Tout d'un coup, il y a un personnage qui a surgi, comme on rencontrerait quelqu'un. Okay. Et je me suis dit, ça va être le personnage autour de... Puis en fait, c'est pas du tout le personnage principal de l'histoire, finalement, parce qu'il y en a d'autres qui sont venus se greffer. Et puis, c'est parti d'une nouvelle que j'avais écrite des années auparavant. D'accord, donc tu avais déjà un peu... Voilà. Et qui est devenu le premier chapitre. C'est du travail, il y a des moments très laborieux, parce qu'il y a des fois où il faut s'y mettre, et en fait, on n'a pas de temps. J'allais dire, l'inspiration, c'est un peu un vain mot, c'est beaucoup de travail, en fait. Parce que si on attend l'inspiration, on n'aboutit jamais quelque chose... Enfin, en tout cas, moi, j'aurais jamais abouti quelque chose de construit. Et après, par contre, j'ai découvert le flow, c'est-à-dire que le moment où, effectivement, quand on se met à écrire, tout d'un coup, il y a une espèce de deuxième souffle et où là le temps se dilate et moi je pouvais écrire des fois des sessions de 4 heures comme ça d'affilée. J'écris encore et toujours la nuit. D'accord. Toi c'est la nuit le soir, le soir. Cas, ouais. Okay. C'est là que j'écris le mieux. Je me suis rendu compte en journée j'ai trop de distractions. Il y a le chat qui passe, j'ai envie d'aller me faire un café, il y a un coup de fil, il y a le voisin qui... Oui, ça vient couper ton flow en fait. Ouais, c'est ça. J'arrive pas à m'immerger suffisamment pour que les mots sortent. Et après il y a tout le travail de correction qui se fait soit pour soi, parce que on relit son premier jet, etc. Et il y a le travail de correction en maison d'édition. Donc moi, pour le premier, j'étais allée 3 jours à Paris, et pendant 3 jours, on a bossé avec l'éditeur qui me corrigeait. Et c'était extraordinaire, parce que c'est un travail, intellectuellement, c'est jouissif. Parce qu'on reprenait chaque truc, il me disait, alors là, dans le paragraphe, tu vois, là, t'as mis une image, mais en fait, tu la mets 3 paragraphes plus tôt, donc on pourrait la changer. Ah ouais, bon alors d'accord, alors je te propose ça. Elle me dit ouais, ça c'est bien, alors vas-y file un peu le truc, et quel mot tu mettrais. Ouais, et en fait on affine tout, c'est comme on polit un diamant quoi. Et avoir ce regard vraiment critique, pointu, puis alors il s'est rien passé, et une exigence folle, et moi ça me parle, plus t'es exigeant avec moi, plus je donne, plus je donne quoi. Et il faut me pousser dans ma limite, il y a que comme ça que je suis bonne. Ça m'a appris beaucoup, et du coup j'ai pu utiliser ça pour les 2 suivants. Pas un travail si solo finalement, auteur, tu vois, on le voit, enfin moi en tout cas c'est ça l'image que j'ai, travail de nuit, seul, à la bougie limite, quoi, tu vois, avec la plume en mode allez, je bosse, mais finalement il y a un gros travail d'équipe. Oui, le travail se fait en équipe, et puis t'as des attachés de presse, après t'as quelqu'un qui va te placer sur des salons littéraires, un autre qui va te placer en librairie, un autre qui va contacter les journalistes, c'est l'avantage d'être édité dans une maison d'édition, et de pas être à compte d'auteur, parce que tout ce travail-là à compte d'auteur, c'est toi qui le fais. Hein. Comment on fait avec la critique ? Comment ça marche la critique d'ailleurs dans les éditions il y en a pas, c'est quoi le truc ? Il y a les critiques ça peut être chroniqué. Ouais. Les bouquins peuvent être chroniqués. Voilà. Après, il peut y avoir des notes, genre sur les plateformes où c'est vendu en ligne. Maintenant j'ai vu qu'il y avait les étoiles, fameux Google avis, mais version genre si t'es sur Amazon, t'as les même Fnac et tout. Oui, tu peux mettre un avis. Et puis bon, alors. Après, t'as autre chose, c'est les retours de presse. Mais ça, en général, ils font un article s'ils ont bien aimé, quoi. Donc ça, en général, c'est plutôt des articles élogieux. Ça va, quoi. Ils n'étaient pas là pour te faire... Ils aident à te vendre. Saboter, quoi. Oui, je vois. J'ai pas été beaucoup chroniquée, un peu pour mon premier, mais pas trop pour les autres. Parce que j'étais pas dans la com derrière.
Donc, j'ai pas trop créé de communauté, etc. Du coup, j'ai assez peu de retours. Alors, d'un côté, c'est frustrant parce que on aime bien quand même. Ce que j'allais dire, c'est cool d'avoir des retours. Voilà, mais d'un autre côté, du coup, j'ai pas non plus de critiques. Ce qui est l'avantage. Genre, je veux pas savoir. Je veux pas savoir. Gardez pour vous. Parce que parce que ça touche, forcément. Ça touche. Et ça t'embête pas de pas avoir de retour ? Si, là, j'en suis. Là, t'aimerais bien en avoir là ? Ouais, là, je suis plus frustrée qu'avant parce que c'est le moment où je peux enfin m'investir à fond dans l'écriture. Du coup, je me dis, ah ouais, quand même, ça, sur les 2 premiers, je me rends compte que. T'aurais besoin de savoir quoi ? Peut-être si ça a parlé aux gens, justement. Si mon objectif de faire un tout petit peu de bien, de faire des choses qui font du bien aux gens, ça a fonctionné. Et puis savoir si mes histoires plaisent, tout simplement. Dernière question. J'avais dit que c'était la dernière, celle-là. J'avais dit que c'était la dernière, mais je comprends que c'était la dernière, et là, c'est la dernière. Pas structuré ce podcast. Et ça, je tiens à ce que ça reste au montage. Évidemment, ce podcast, c'est n'importe quoi. Les gens savent. J'aime bien finir avec ça comme question. C'est quoi le sens de tout ça pour toi ? Tu sais, tout à l'heure, tu disais, à un moment donné, j'ai pensé à quoi bon ? Tout ça, c'est vain, tout ça, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, t'en remets ? Qu'est-ce que tu mets derrière ça ou non, tu restes toujours sur le côté à quoi bon, mais quand même, je fais ma vie? J'ai un petit début de réponse. Je me rends compte quand je chante, je me rends compte quand je fais de la calligraphie. On a un groupe de calligraphie, on va en atelier, donc on passe l'après-midi ensemble, on déconne beaucoup, on boit beaucoup de café et on travaille et on crée. Et que tout ça, c'est de la joie pure. Et que c'est de cette énergie que j'ai envie de me nourrir maintenant et que j'ai envie de mettre ce sens-là dans ma vie. C'est-à-dire chercher la beauté et chercher la joie. Ça fait partie de la pulsion de vie et que fondamentalement, c'est à ça que je suis rattachée. Ce qui fait du sens, c'est... J'ai un grand garçon avec qui je parle beaucoup, il a 15 ans et il est très communicant. Je me demande de qui il tient ça. C'est fou. C'est étonnant. Et la dernière fois, il m'a dit, mais tu sais, faut pas que tu regrettes d'avoir quitté l'éducation nationale. Moi, j'aime bien parce que je veux te voir comme ça parce que t'as jamais été aussi épanouie. Il me dit, même si ça veut dire bouffer des pâtes parce qu'on gagne moins d'argent, etc., je m'en fous parce qu'en fait, t'es tellement mieux comme ça. Ça me fait plaisir de devoir t'épanouir comme ça. Alors déjà, je trouve que c'est assez exceptionnel d'avoir un ado qui est capable de dire ça à sa maman. Je l'adore. Et ça m'a fait percuter que ce qui rejaillit de moi, maintenant que j'accepte de créer sans trop me laisser restreindre par mon mental, que j'accepte d'embrasser ça, cette part de moi, je rayonne plus. Donc je me dis que finalement, le sens, il est là. En fait, le sens, il est là. On n'est pas là pour être triste et pour faire de ce monde un monde de merde. On est là pour... profiter de ce passage. Profiter pour soi et puis donner aux autres, parce que ce rayonnement, il est bon pour les autres. Il nourrit les autres. Et du coup, on est nourri aussi quand on procure de la joie, quoi. Enfin, je sais pas, c'est une espèce de cycle, quoi. Un truc qui s'entretient. Et j'ai envie de m'entretenir de ça plutôt que de m'entretenir de négativisme, de colère. J'ai été trop dans le combat, trop longtemps. Et maintenant, j'ai envie juste de poser les armes et de mener la lutte peut-être autrement, par la joie. Eh ben, c'est très joli. Merci beaucoup pour cette conclusion sur la joie, que la joie demeure. Je sais plus, c'est Giono ça? Je sais pas, j'étais prof de français mais dans une ancienne vie. T'as pas tes classiques. Merci beaucoup Anne, j'espère que ça vous a fait autant plaisir de l'écouter. On se retrouve très bientôt et bye bye. Dis pas au revoir toi. Je vais au revoir. Je te laisse conclure, c'est ton truc. Merci d'avoir écouté La Fondamentale. J'espère que cet épisode vous a inspiré, qu'il vous a offert de nouvelles réflexions sur le sens de votre vie. N'oubliez pas, chacun de nous a une fondamentale unique à apporter à la grande symphonie de l'existence. Si vous avez aimé cet épisode, les classiques, abonnez-vous, laissez-nous un commentaire et partagez-le avec vos proches. Un petit 5 étoiles est aussi le bienvenu pour nourrir l'algorithme. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos propres visions sur la vie. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et continuez à chercher ce qui vous anime. À très bientôt pour faire résonner La Fondamentale.